Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, ce journal dont voici les titres. Bien qu'on leur promette une rémunération d'1 million de francs burundais, les Imbonerakure coulée de la commune Mutimboudi s'insurgent contre l'envoi par force de certains d'entre eux pour combattre le M23 en République démocratique du Congo. La vaccination des enfants est un grand défi dans plus de 20 districts sanitaires situés dans différentes provinces du pays où plusieurs enfants n'ont reçu aucune dose de vaccin dès leur naissance. Les victimes des inondations causées par les eaux du lac Tanganyika de la zone Gatumba vivent actuellement dans des conditions précaires après leur délocalisation au site Gatei. Il manque de nourriture suffisante et de logements appropriés. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Les Imbonerakure de la zone Maramvia, commune Mutimboudi, en province de Bujumbura, s'insurgent contre l'envoi par force de certains d'entre eux en République démocratique du Congo pour combattre auprès des militaires burundais et congolais dans les affrontements contre le M23. Même s'ils sont promis de recevoir une somme comprise entre 500 000 et 1 million de francs burundais comme rémunération, ces Imbonerakure disent ne pas comprendre les raisons d'aller laisser leur vie sur le territoire congolais. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Ces Imbonerakure de la zone de Maramvia qui ont été récemment envoyés en République démocratique du Congo pour s'associer aux militaires de la FARDC et ceux du Burundi pour combattre le M23 sont entre autres le nommé Niyonkuru de la cellule dorsale qui exerçait le métier de boucher dans cette localité ainsi que le prénommé Claude dans la cellule de Muchanga. Nos sources parmi ces Imbonerakure évoquent un certain Augustin Nikiza, Pierre Mbonima et Gérard Nderagakura connus sous le sobriquet d'Onderemba. Cet envoi des Imbonerakure en République démocratique du Congo n'est pas apprécié par leurs camarades, même si ils sont promis de recevoir une somme comprise entre 500 000 et 1 million de francs burundais comme rémunération. Ces Imbonerakure disent ne pas comprendre les raisons d'aller laisser leur vie sur le territoire congolais. Ils nous ont dit qu'aller là-bas, c'est aider le pays et le pays voisin, la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup peur au moment où nous entendons que des militaires et des Imbonerakure qui étaient envoyés sont tués et que les familles ne retrouvent même pas les corps pour les enterrer et ne font pas de deuil. Alors, qu'est-ce que nous, Imbonerakure, pouvons aller faire de spécial au Congo plus que des militaires? Ils nous sensibilisent que chaque Imbonerakure qui accepte d'y aller recevra une somme comprise entre 500 000 et 1 million de francs. Nos sources révèlent ceux qui sont chargés de conscientiser ces éléments du parti au pouvoir. Il s'agit du prénommé Joël, responsable du parti CNDD-FDD sur la 13e transversale Maramvia, le chef des Imbonerakure sur la colline de Buhomba, à la personne d'Emmanuel Nibitanga, d'Imaniga, ainsi que le responsable des Imbonerakure au niveau de la zone Maramvia, le prénommé Amosi. Les mêmes sources d'informations ajoutent que des Imbonerakure des cellules de Buhomba et Ruzinyeri ont refusé d'être conduits au Congo et sont pour le moment qualifiés de dissidents. Ces Imbonerakure demandent au gouvernement d'arrêter cela et aux organisations de défense des droits de l'homme de plaider pour eux. Nous demandons au gouvernement du Burundi d'arrêter ce phénomène et de continuer à envoyer des militaires qui sont habitués à la guerre, que les organisations de défense des droits humains alertent et qu'ils sachent que ce qui se passe habituellement au Burundi présente des conséquences à cause des jeunes qui meurent au Congo. Contacté par la rédaction de la RPA, Siméon Butoyi, administrateur de la commune de Mutimbozi, dit ne pas connaître les faits et d'ajouter que des Imbonerakure de sa commune sont à l'œuvre pour des travaux d'autodéveloppement. Merci Emmanuel Nyungeko. À propos de ces combats en République démocratique du Congo, le Burundi est en train de faire face à un afflux massif de Congolais qu'il n'avait jamais connu auparavant.
Cela a été déclaré par le représentant du Haut Commissariat des réfugiés HCR en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans les Grands Lacs. Selon Fief Kassina, plus de 63 000 Congolais sont arrivés au Burundi dans une période ne dépassant pas un mois et ont passé à travers les différents postes frontaliers entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Le point avec Eric Nyonzima. Alors que les tensions et les conflits à République démocratique du Congo continuent d'exacerber, la crise des réfugiés de plus en plus congolais cherchent refuge au Burundi, entraînant une pression croissante sur les ressources et infrastructures du pays. Serofes Kassina, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la région de Grand Lac et la Corne de l'Afrique, environ 63 000 réfugiés congolais sont arrivés au Burundi au cours des derniers mois seulement. Ces réfugiés, principalement des femmes et des enfants, arrivent en grande majorité par les frontières du Burundi avec la République démocratique du Congo. Ils témoignent de conditions de vie extrêmement difficiles, notamment des nuits passées à la belle étoile sans nourriture ni eau potable et des familles séparées au moment de leur fuite. Beaucoup sont victimes d'abus physiques et psychologiques en cours de route. Depuis le début du mois de mars, près de 1100 réfugiés congolais sont arrivés au Burundi et environ 45 000 d'entre eux se trouvent actuellement regroupés dans le cas de Lugombo, dans la commune de Lugombo. Ce site, initialement prévu pour un nombre bien inférieur de réfugiés, est désormais largement saturé et de nombreux réfugiés vivent dans des conditions précaires en attendant d'être transférés vers d'autres sites. L'OHT travaille d'arrache-pied pour améliorer la situation en fournissant des secours de base tels que des vivres, des médicaments et des tentes. Cependant, Kassina souligne que les défis logistiques demeurent importants en raison de l'éloignement de certains camps et du nombre limité de véhicules disponibles pour les transferts. Le HCR continue également d'assister les réfugiés blessés, d'assurer la scolarisation des enfants et d'apporter un soutien aux personnes traumatisées par la violence. Kassina insiste sur la nécessité d'une aide internationale urgente, soulignant que si cette aide ne parvient pas rapidement, la situation risque de se détériorer davantage, mettant en péril la vie des milliers de personnes vulnérables. Le Burundi, comme d'autres pays de la région, fait face à une pression croissante en raison de l'afflux de réfugiés. Et Kassina appelle à la communauté internationale à intensifier son soutien pour éviter que cette crise humanitaire ne devienne ingérable. Merci Eric Nyonzima. Entre-temps, les arrestations en cascade des Congolais de la communauté Banyamulenge et la spoliation des biens de certains d'entre eux démontrent que le respect des droits de la personne humaine au Burundi est loin d'être vécu. C'est du moins l'analyse de Frédéric Bamboginyumvila, qui fut ancien vice-président du Burundi, et dénonçant ces violations dont subissait Banyamulenge, ce politique dit que les auteurs ont adopté un mauvais comportement à bannir afin que personne ne soit plus victime de son faciès et de sa langue maternelle. On écoute Frédéric Bamboginyumvila, ancien vice-président du Burundi. D'abord, les gens qui ont fui la guerre au Congo, ce n'était pas uniquement des Banyamulenge, c'était des Congolais dans leur ensemble, dans leurs différences de faciès. Et pourquoi le Burundi va identifier dans des quartiers des personnes d'un tel faciès et qui parlent une telle langue? Pourquoi? Est-ce que cela est normal? Et pourquoi dépouiller ces gens-là? Parce que il a été dit que des policiers qui exigeaient des dollars, et cela ou celui-là qui parvient à payer ces dollars, il est libéré ou il est bien traité. Ou sinon, on est conduit en prison. Quel traitement injuste. Ça, c'est de l'injustice, d'où justement la justice devrait être là pour exiger plus de transparence dans la gestion de tels dossiers. Ce n'est pas une question qui doit être uniquement réservée à la police, mais la justice devrait intervenir, le militaire public devrait intervenir pour instruire des dossiers, et cela de façon correcte, pour éviter de tomber dans des pièges qui peuvent être imputables à la justice ou à tel élément de justice demain. Quand vous dépouillez quelqu'un de ses biens, est-ce que ça a des rapports avec les crimes? Pourquoi être culpabilisé sur le fond de ce que vous avez, sur le fond de ce que vous êtes, sur le fond de comment vous ressemblez?
comme si vous avez été au marché pour choisir comment vous voudriez ressembler. Est-ce que un Munyamulenge dira un faciès particulier? Est-ce que c'est lui qui a cherché ce faciès? Pourquoi le condamner? Pourquoi le traiter ainsi? Ils vous diront, voilà, ce sont des agents de Banyarwanda qui sont envoyés pour le renseignement, à supposer que c'est ça. Mais il faut que vous arrêtiez la personne, certes, mais allez l'interroger correctement et non pas chercher à le tabasser, à utiliser toutes les méthodes inacceptables pour essayer d'obtenir par force l'information. Mais non, il y a des méthodes utilisées pour chercher l'information et l'obtenir. Donc, je crois que là, il faut que quand même la justice se réveille et dise non aux maltraitances. En page droit de l'homme, le trafic des femmes et des filles s'observe toujours au Burundi malgré la mise en place d'un cadre légal pour la promotion de l'emploi des Burundais dans d'autres pays. Ceci ressort du communiqué de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, sorti ce 8 mars 2025 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Maître Prime Mbalbukouye, président de l'ONLCT, fait savoir qu'il y a plusieurs voies terrestres dans le pays que ces trafiquants empruntent en collaboration avec certaines agences de voyage ayant des bus qui font le transport vers d'autres pays. Suivez Maître Prime Mbalbukouye, le président de l'ONLCT, où est ton frère. La Journée internationale des droits de la femme est célébrée ce 8 mars 2025, au moment où l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, est profondément préoccupé par le fait qu'au moment où le gouvernement de la République du Burundi a mis en place un cadre légal et institutionnel militant en faveur de la promotion de l'emploi des migrants au Burundi, le trafiquant de femmes, de jeunes, de filles et des enfants, quant à lui, n'a jamais cessé de s'offrir d'autres chemins de trafic de femmes et de filles burundaises et d'une manière clandestine en créant d'autres nouveaux réseaux de trafic. En effet, selon les enquêtes minutieuses menées par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, voici d'autres réseaux de trafic, surtout terrestres, déjà empruntés clandestinement par les trafiquants au Burundi. Il s'agit notamment des voies routières côté sud du pays ayant comme point de départ le marché de Kinindo à mairie de Bujumbura pour traverser ce canal et ce réseau clandestin de trafic ne fait que traverser les provinces d'Orumonge pour déboucher sur le bout du tunnel qui est la province de Makamba côté Mugina et Mabanda et à destination de Kigoma en Tanzanie pour atterrir en fait sur la Zambie par exemple, le Malawi, le Mozambique, l'Afrique du Sud, etc. Il s'agit ensuite d'un réseau de trafic clandestin côté est du pays ayant comme point de départ le marché appelé communément chez Sion à mairie de Bujumbura pour traverser les provinces justement de Kayanza, Ngozi, Muyinga, côté Kobero comme une porte de sortie à destination de la Tanzanie et de l'Ouganda, Kampala et du Kenya à Nairobi. Et le Kenya, selon toujours nos enquêtes, est vraiment la plaque tournante du trafic des êtres humains d'immigration irrégulière au sein de la communauté est-africaine. En effet, selon toujours nos enquêtes, arrivées à Nairobi au Kenya, certaines femmes et filles jeunes burundais aussi, victimes de la traite d'immigration irrégulière, sont trafiquées à destination soit de la Thaïlande et du Myanmar, appelé également la Birmanie, tandis que d'autres sont trafiquées à destination soit de l'Iran, soit de l'Irak, etc. À titre illustratif, encore une fois, l'ONLCT, où est ton frère, a déjà documenté 17 femmes et filles burundaises qui sont déjà arrivées au Myanmar après avoir traversé la Thaïlande et fait 300 km à l'intérieur du Myanmar pour y être exploitées. Ainsi, cette association interpelle le gouvernement burundais de fournir plus d'efforts dans le suivi des activités de certaines agences de placement de la main-d'œuvre et des agences de voyage afin de lutter contre le trafic des femmes et des filles au Burundi. Encore une fois, Maître Prime Mbalbukouye. De ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Premièrement, suivre de près le travail des agences de placement de la main-d'œuvre à destination des pays ayant déjà signé des accords
de coopération et d'échange de la main-d'œuvre domestique. Et surtout que nous avons déjà constaté qu'il y a des agences vraiment qui sont en train de bien d'abattre un travail de qualité, mais il y a d'autres vraiment qui ne sont pas en train de bien s'y prendre en envoyant surtout des filles et des femmes en Arabie Saoudite. Mais au sein de l'ONSW, ton frère, nous avons découvert qu'il y a certaines agences de recrutement à qui le gouvernement burundais a déjà placé toute sa confiance pour bien faire le placement de la main-d'œuvre à l'étranger, surtout en Arabie Saoudite, mais qui visiblement vise seulement le gain au détriment de la protection effective des travailleurs migrants burundais qu'elles ont déjà placés à destination. Et la plupart des travailleurs migrants, surtout les femmes et les filles, connaissent énormément de problèmes sans secours ni assistance de la part de certaines agences qui les ont déjà placées. Deuxièmement, de suivre de près le travail des agences de voyage burundaises qui transportent des voyageurs burundais, surtout à destination de l'Ouganda et du Kenya, afin de savoir s'il n'y aurait pas de voyages qui ne seraient pas vraiment au service de la migration illégale au Burundi et qui seraient complices dans le trafic des agents, des femmes et des filles, et que donc nous trouvons au sein de l'ONSW, ton frère, si l'INF, le Burundi sera vidé clandestinement de sa jeunesse qui devrait développer le pays. C'était Maître Prime Mbarubukouye, président de l'ONLCT. Où est ton frère? Dans un instant, c'est la page gouvernance. RPA. À présent, page gouvernance dans notre série de reportages sur les irrégularités à la société sucrière du Mosso, Sosimo en sigle. Nous revenons aujourd'hui sur les critiques des employés concernant l'octroi des primes. Ils dénoncent un système de favoritisme qui profiterait à un cercle restreint proche de la direction au détriment du reste du personnel. Un reportage de Walter Quizera. Dans une lettre rendue publique, certains employés de l'entreprise de Sosumo dénoncent une situation qu'ils jugent injuste. Un groupe de travailleurs effectue des heures supplémentaires sans recevoir de compensation et lorsque celle-ci est accordée, elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur. Ce qui indigne particulièrement ces travailleurs, c'est que selon le projet de loi qui les régit, les cadres supérieurs bénéficieront d'une prime pour les heures supplémentaires comprise entre 60 et 70%. Dans leur lettre adressée au directeur général de Sosumo, ils interpellent sur quelle base légale se fonde-t-il pour accorder une telle prime aux seuls cadres supérieurs alors que d'autres employés effectuant des heures supplémentaires ne reçoivent presque rien. Autre fait surprenant relevé par ces travailleurs, ce projet de loi aurait d'abord été soumis au conseil d'administration de l'entreprise. Ainsi, ils s'interrogent. Ceux qui travaillent régulièrement au-delà de leurs heures normales, ne les connaissez-vous pas? Avant d'ajouter, il aurait fallu une consultation plus approfondie. Selon eux, un petit cercle d'employés influencerait toutes les décisions au sein de Sosumo en collaboration avec le directeur général. Dans leur lettre, ils avertissent ce dernier que le non-respect des règles entraînera des conséquences négatives sur la production de l'entreprise. Ils expriment en fait leur profond mécontentement face aux inégalités de traitement et demandent que si une prime doit être accordée, elle le soit équitablement à tous, sans discrimination. Merci Walter Quizera. Parlons santé. 21 districts sanitaires situés au niveau de 7 provinces sanitaires comptent plusieurs enfants avec 0 dose de vaccin dès la naissance jusqu'à plus de 2 ans. Les rumeurs et les croyances obscures sont parmi les principales causes de la réticence pour la vaccination de ces enfants. Actuellement, les partenaires dans le secteur de la santé sont en train d'aider pour que ces enfants soient récupérés. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Ces districts sanitaires qui enregistrent des enfants de 0 vaccin dès leur naissance jusqu'à l'âge de plus de 2 ans se trouvent dans cette province sanitaire. Dans la province sanitaire de Bujumbura, Mairie, il s'agit de districts sanitaires situés au nord, au sud et au centre. Dans la province sanitaire de Chibitoke, les cas de 0 vaccin sont enregistrés dans les districts de Chibitoke, Mabayi et Bukinanyana. Pour ce qui est de la province de Bubanza, il s'agit de districts de Bubanza et Manda. En province de Ngozi, ce sont les districts de Ngozi, de Buye et de Kiremba. Ceux de la province Kirundo sont Kirundo, Bumbi, Busoni et Kirundo, tandis que de la province sanitaire de Ruyigi, il s'agit des districts de Ruyigi, Butezi et Gisuru. Notre source au sein du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida indique que les rumeurs, les croyances de certains parents, l'ignorance, la charité de la vie font partie des causes principales de ce vaccin zéro pour certains enfants. Le retard dans l'approvisionnement des vaccins dans les structures sanitaires
fait également partie de la cause de dossier vaccin zéro. En cas de manque de vaccins dans une structure sanitaire, il arrive que des mères ne retournent pas pour voir si ces vaccins sont déjà disponibles, précise notre source. Pour minimiser les risques pour la santé de ces enfants, à zéro vaccin, l'Alliance Gavi, en collaboration avec l'UNICEF, travaille avec les associations locales dans la sensibilisation et la récupération de ces enfants. Ces associations sont au nombre de 7 et parmi celles-là figurent la WBF, la Croix-Rouge, la FBS, Jijuka et Caritas. Pour rappel, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, coqueluche, tétanos, méningite, diarrhée, la rougeole font partie de maladies vaccinées pour renforcer l'immunité des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 23 mois. Merci Elvis Niomungere. Clôturons ce journal par la page Société. Les victimes des inondations causées par les eaux de la rivière Rusizi et le lac Tanganyika vivent dans des conditions précaires après leur délocalisation au site Gateri, situé en commune Buganda de la province Cibitoke. Ces citoyens indiquent qu'ils font face au manque de nourriture suffisante et de logements appropriés, d'où ils demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide. Reportage signé David Claude Bananayo. Les habitants délocalisés au site d'Ogateri dans la commune d'Obuganda sont tous victimes des inondations causées par le débordement de la rivière Rusizi dans la zone Gatumba. Après leur installation, ces déplacés font face à des conditions de vie précaires dans son nouvel environnement peu accueillant. Selon les témoignages des déplacés, l'aide alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial demeure insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Nous vivons dans de mauvaises conditions. Même si nos enfants vont à l'école, nous n'avons pas de quoi manger. La quantité donnée par le Programme alimentaire mondial reste insuffisante. Cela est dû aussi au fait que nous ne disposons pas de champs pour cultiver. Avant, nous avions nos propriétaires cultivables, tandis que les autres vivaient de la pêche dans le lac Tanganyika. Dans ce site, on ne dispose d'aucune source de revenus. Parmi les défis majeurs auxquels ils sont confrontés, le manque de logements adéquats est particulièrement préoccupant. Les tentes mises à leur disposition sont non seulement exposées à une chaleur intense, mais la plupart sont également en mauvais état. Les tentes dans lesquelles nous vivons sont très exposées à la chaleur et la plupart de ces tentes sont usées. Ces déplacés sollicitent l'intervention du gouvernement pour obtenir des capitaux leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. Ils estiment que l'aide actuelle ne suffit pas à couvrir l'ensemble de leurs besoins. Si on pouvait seulement avoir des capitaux pour faire des petits commerces, on pourrait subvenir à nos besoins. Bien qu'ils saluent l'attribution de parcelles à nombreux d'entre eux, les déplacés demandent au gouvernement de débloquer des fonds pour faciliter la construction de leurs maisons. Il est à noter que le site d'Ogateri accueille actuellement plus de 1000 ménages, tous victimes des inondations d'Ogatumba. Merci à toi David Claude Bananayo. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce dimanche 9 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon dimanche à tous.